Alors, je suis le dernier à parler avant que nous allions entendre M. Denis chez les Ursulines. Je suis le fils de deux enseignants qui doivent totaliser à peu près 70 ans d'enseignement à deux. Il y a une chose qu'on m'a appris quand on est le dernier à parler pendant la journée, c'est essaie d'être brillant si tu peux, mais surtout sois vivant. Alors, je vais essayer de faire ça. Je veux vous entretenir d'un thème qui est très en vogue dans la doctrine juridique autour de l'Organisation mondiale du commerce, qui est cette diversité de prise en compte des valeurs non marchandes à travers trois accords, évidemment l'accord général qui est le GATT, l'accord SPS et l'accord OTC, l'accord sur les obstacles techniques au commerce. Vous me permettrez de prendre quelques secondes pour faire des remerciements en commençant ma présentation. Charles a bien fait les remerciements institutionnels ce matin, mais je tiens à remercier de ma voix Gabriel Marceau, qui a été d'une générosité extraordinaire avec nous dans l'organisation de ce colloque. Et je lui en suis profondément reconnaissant. Et, je tiens à te remercier, Gabriel, publiquement moi-même. Je veux aussi remercier Véronique Guévremont et Charles-Emmanuel Côté et leur dire combien c'est un plaisir de pouvoir compter sur des collègues aussi fiables et rassurants jour après jour et au quotidien. Merci d'être là. Merci pour votre super travail depuis les dernières semaines. Bravo et merci. Je veux aussi remercier Maryse Catelier, que je ne vois pas dans la salle. Évidemment, elle est en train de régler un problème ailleurs, comme d'habitude. Maryse a littéralement donné son été à ce projet de colloque. Je sais pas, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a plus de budget pour la payer, puis elle est encore là jour et nuit. Alors, merci à Marie. J'espère qu'elle entendra d'une quelconque façon ces remerciements. Voici le plan de ma présentation. Pour ceux et celles parmi vous qui goûtez l'œuvre d'Alexandre Dumas, vous verrez que j'exploite un peu l'idée de 20 ans après, puis des mousquetaires. Je me plais toujours à faire ce genre d'image-là depuis un certain temps. Nous avions une fois invité à la faculté un professeur de droit international qui se plaisait à dire que les professeurs, enfin les juristes qui s'intéressent au droit de l'OMC étaient des techniciens, n'avaient peu ou pas de culture juridique et peu ou pas de culture générale. Alors je me plais toujours maintenant à montrer qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont lu 2 ou 3 classiques. Alors j'aime bien faire ces images-là. J'ai tenté de les exploiter dans mon plan. Je voudrais donc vous montrer quels sont les apports de l'accord SPS, l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, pour la prise en compte de valeurs non marchandes. Et je le ferai en 2 temps. D'abord en montrant quels sont les liens entre l'accord SPS et le GATT au temps de Marrakech, c'est-à-dire au moment où on a adopté cet accord. Donc, une analyse un peu textuelle, pour ensuite voir quels sont ces liens 20 ans après, qu'est-ce que la jurisprudence en a fait, où on en est aujourd'hui. Je voudrais me livrer au même exercice avec l'accord OTC. On sait que l'accord OTC n'a pas suivi tout à fait le même parcours que l'accord SPS. Donc, encore une fois, faire une analyse un peu textuelle de ce qu'est ce lien entre l'accord OTC et le GATT et voir ce que donne ce lien 20 ans après, pour ensuite voir, dans un 3e temps, dans quelle mesure est-ce que ces 3 accords-là se rejoignent, convergent-ils, divergent-ils? S'ils convergent, pourquoi avoir 3 textes? S'ils divergent, pourquoi les avoir autant rapprochés dans la jurisprudence? En introduction, je pense qu'il est de bon ton de rappeler que l'accord instituant l'OMC est un traité par lequel les membres ont pris un engagement unique. Ce n'est pas sans lien avec l'interprétation qu'il faut donner à ces 3 accords. Donc l'accord SPS et l'accord OTC sont partis de cet engagement unique. Et je ne saurais trop vous recommander la lecture d'un article récent de Gabriel Marceau et Joel Trackman dans Journal of World Trade, je crois, qui trace la carte routière de l'interprétation à donner aux 3 accords que sont le GATT, l'accord SPS et l'accord OTC. Gabriel y écrit dans cet accord que ces trois accords, donc GATT, SPS et OTC, should all be interpreted harmoniously within a single treaty. Il faut chercher à donner un sens global, un sens commun, une cohérence, une interprétation harmonieuse à chacun de ces 3 textes. Et je tenterai de voir ce qu'on en a fait ces 20 dernières années. Donc, vous comprenez que je me livre à un exercice un peu risqué. Je vais jeter non seulement un regard critique sur le lien entre les 3 accords, mais peut-être aussi un regard inquiet
sur la cohérence du système. Donc, un mot sur les apports de l'accord SPS pour la prise en compte de valeurs non marchandes d'abord. Pour vous montrer à partir du texte de l'accord SPS quels sont les liens que l'on pouvait anticiper entre l'accord SPS lui-même et le GATT. Et il m'est toujours apparu, et ça fait maintenant 15 ans que je défends cette position-là, que l'accord SPS est une extension d'une exception du GATT, donc une exception de l'article 20B, et que c'est toujours comme ça qu'on aurait dû interpréter l'accord SPS. En doctrine, on a dit la même chose, mais en jurisprudence, on n'a jamais pris la pleine mesure de ce qu'est ce lien entre l'accord SPS et le GATT. Mais je livre à votre attention ces liens qu'on retrouve. Vous voyez dans le préambule de l'accord SPS le texte carrément de l'article 20B. Alors, d'abord celui du paragraphe B. Alors, il s'agit de reconnaître ou de réaffirmer plutôt que les membres ne devraient jamais être empêchés d'adopter ou d'appliquer des mesures, et là c'est mot à mot l'exception de 20B, des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux. Suit, sous une autre couleur, le texte du paragraphe introductif, donc du chapeau, de l'article 20. C'est le premier paragraphe du préambule de l'accord SPS. Il faut donc y voir là la nature même de l'accord. On trouve aussi dans ce préambule, à la fin de ce préambule, un autre paragraphe qui est, me semble-t-il, très révélateur. On nous dit désireux par conséquent, désireux évidemment parlant des membres de l'OMC, d'élaborer des règles pour l'application des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l'utilisation des mesures SPS, en particulier les dispositions de l'article 20B. Alors, c'est quand même une disposition d'exception qu'on réfère dans un préambule d'un accord qui devrait être, duquel on ne veut pas voir que c'est un accord d'exception. Et ce paragraphe-là du préambule est assorti d'une note où on dit que la référence à 20B inclut aussi le chapeau du dit article. Alors, on prend bien soin de préciser que c'est l'ensemble du mécanisme d'exception que l'on importe dans l'accord SPS. Quand on étudie les négociations autour de l'accord SPS, on s'aperçoit qu'il y a eu une véritable obsession de la part des négociateurs quant à appliquer cet accord-là à l'affaire hormones. Et j'ai eu l'occasion de séjourner au siège de l'Organisation mondiale du commerce. C'était d'ailleurs sous la supervision de Gabriel qui avait à l'époque ouvert des portes pour que je puisse procéder à un certain nombre d'entrevues. Et autant les gens du secrétariat que les négociateurs admettaient d'emblée, tout le monde savait autour de la table que quand on allait appliquer l'accord SPS, on allait devoir, à partir de ce texte-là, régler le cas de l'affaire hormones. Et ça transparaît de l'ensemble du texte, ça transparaît de l'ensemble des documents qui ont été échangés au moment des négociations. Et il m'apparaît indéniable qu'il y avait une obsession de s'assurer qu'on allait avoir un texte qui allait permettre de donner une assise à une décision qu'on allait rendre sur ces questions-là. Alors, dans le texte même, donc, pour y arriver, on trouve à l'article 2, dans les droits et obligations fondamentaux, encore une fois, un renvoi, et c'est ce que d'aucuns qualifient de présomption, une présomption importante, au paragraphe 4 de l'article 2. On nous dit que les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont conformes aux dispositions pertinentes du présent accord seront présumées satisfaire aux obligations incombant aux membres en vertu des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l'utilisation de 20B, encore une fois. Pareil pour cet article, l'article 5 que vous connaissez sans doute, qui est l'article à partir duquel on doit construire une mesure SPS. Donc, l'article 5 contient cette fameuse exigence de preuves scientifiques, de fondements scientifiques que vous connaissez bien au paragraphe 5.1 et 5.2. Mais j'attire votre attention ici, pour les fins de ma démonstration, sur les paragraphes 5 et 6. D'abord au paragraphe 5 pour vous dire que on a rappelé encore une fois le texte du chapeau de 20 en reprenant les critères qui y figurent, les distinctions arbitraires ou injustifiables et la discrimination et la restriction déguisée au commerce international. De la même façon,
Là, je suis au paragraphe 6, j'aurais dû l'indiquer. De la même façon, on trouve au moins l'évocation d'un test de nécessité au paragraphe 6 de l'article 5. Qu'a-t-on fait de ce texte dans la jurisprudence OMC? Alors, il faut d'abord se rappeler que dans le litige qui opposait les États-Unis aux communautés européennes, les communautés européennes prétendaient qu'il fallait commencer l'analyse par le GATT pour d'abord constater une incompatibilité avec le GATT et ensuite aller vérifier ce que disait de la mesure l'accord SPS. C'est un mouvement que l'on n'a pas suivi. Vous vous rappellerez qu'il a plutôt été décidé par le groupe spécial, qui n'a pas été contredit par l'organe d'appel, que l'accord SPS n'était pas un accord d'exception, que c'est un accord qui contenait des règles et qu'il valait plutôt mieux appliquer d'abord l'accord SPS et au besoin aller voir le GATT, mais finalement, il n'est pas nécessaire d'aller voir le GATT. Donc, on n'a pas consumé ou on n'a pas assumé, peut-être devrais-je dire, le fait que l'accord SPS était un accord d'exception. On n'a pas non plus inclus dans le raisonnement menant à l'interprétation de l'accord SPS la notion de gestion de risque. Il faut savoir que l'accord SPS avait parmi ses objectifs celui de l'harmonisation des normes, et on s'en remettait beaucoup aux travaux des organisations scientifiques que sont la Commission du Codex Alimentarius, ce qu'on appelait à l'époque l'Office international des épizooties, donc aujourd'hui l'Organisation internationale de la santé animale, et le Secrétariat pour la Convention internationale pour la protection des végétaux. Ces trois organismes-là ont au cœur de leurs travaux une appréhension de ce qu'est la gestion de risque faite par les États qui adoptent des mesures SPS. Et la gestion du risque suppose tout un processus de soupesage d'abord du risque que représente un produit, mais ensuite de ce qu'il faut faire de ce risque-là et de la communication qu'il faut en faire. Et cette notion-là, qui a fait l'objet de nombreux travaux dans ces trois organisations scientifiques-là, n'est pas reprise en toutes lettres, enfin, à tout le moins pas par la notion de gestion de risque, dans l'accord SPS. On constate par ailleurs, et ça, c'est une de mes positions. Puis là, je prête flanc à la critique parce que je sais que c'est une position qui est un peu critiquable, mais c'est mon avis. Quand on reprend les tests que l'on applique à 5.5 et à 5.6, au fond, c'est de la gestion de risque qu'on fait. Et on aurait peut-être dû admettre que les États procèdent à ce genre de raisonnement lorsque vient le temps d'adopter une mesure SPS. Autre mouvement que je tire de la jurisprudence, contrairement à ce que les communautés européennes pensaient, le principe de précaution n'est pas un principe scientifique au sens de l'accord. Je ne reviens pas sur cette question-là, vous la connaissez bien, ça a été abondamment discuté ces dernières années en doctrine et en jurisprudence. Seulement un mot pour vous dire que pour avoir rencontré des négociateurs européens, ils étaient convaincus, intimement convaincus, que lorsqu'il s'agit de principes scientifiques qui sont mentionnés à l'article 2 et à l'article 5, le principe de précaution figurait parmi ces principes-là. Ils ont finalement renoncé à cet argument-là pour diverses raisons stratégiques, mais au moment des négociations, et les documents de négociation leur donnent raison là-dessus pour l'avoir vérifié, ils étaient convaincus que le principe de précaution était un principe scientifique. Mais ils n'ont jamais pris le temps, je pense, d'exiger qu'on inscrive les choses en toutes lettres. Ils ont probablement été imprudents de ce point de vue-là. La jurisprudence nous enseigne aussi que la science que l'on dit dissidente ou minoritaire peut être à la base d'une preuve scientifique suffisante. À partir de là, on peut discuter longuement et se demander si il faut là y voir une légitimité de la mesure appliquée. Alors, le fait qu'on ait cherché un fondement scientifique dans un courant scientifique qui serait minoritaire ou en tout cas qui ne serait pas communément reçu, et peut-être la recherche tout simplement d'un fondement de la mesure et donc de la légitimité de la mesure et donc de l'objectif du gouvernement qui adopte la mesure SPS en question. Là encore, peut-être a-t-on un peu détourné un test qu'il était plus naturel de faire avec d'autres termes. Vous savez aussi, et ça a été l'objet de débats dans l'affaire CE Hormones, qu'à l'article 3.3, où on indique que les États peuvent appliquer des mesures SPS qui vont au-delà de ce que prévoient les normes, directives et recommandations internationales,
on peut donner un sens, c'est-à-dire on peut aller au-delà de ce qu'exige ces NDRI si soit on respecte l'ensemble des termes, ou enfin des 8 paragraphes de l'article 5, ou qu'on dispose d'une preuve scientifique. Et il a été déterminé, à la fois par le groupe spécial et par l'organe d'appel, qu'il ne fallait pas lire un « ou », il fallait lire plutôt un cumul de ces deux obligations-là. Là encore, les négociateurs européens ont été étonnés. Je ne sais pas dans quelle mesure les négociateurs européens me disent tout quand ils me disent ça, parce que j'avoue que c'est un peu étonnant comme position. Il me semblait évident qu'il était de la nature même de l'accord SPS qu'on exigeait une preuve scientifique. Je ne vois pas très bien comment on pouvait voir les choses autrement. Toujours est-il que la lettre de l'accord posait problème. Une autre remarque que je voudrais faire en lien avec l'accord SPS, ou enfin avec son application, touche l'annexe A. L'annexe A, qui, vous le savez, définit les mesures SPS. Je me demande s'il faut voir dans l'annexe A de l'accord SPS un test quant à l'objectif de la mesure. Les obligations, enfin, ou les objectifs de l'État figurent tous en toutes lettres dans cette annexe. Et il m'apparaît là que l'on contrôle l'objectif de la mesure, ce qui n'est pas sans lien avec la première étape d'un test là, permettant l'application de l'article 20. Je vois que le temps file plus vite que je ne l'aurais pensé. Et je vais accélérer mes commentaires. Un mot pour vous dire que vous savez qu'on a un peu abaissé cette cloison que l'on croyait étanche entre l'application de l'accord SPS et l'application de l'accord OTC. Dans CE Biotech, on nous a dit que pour une même mesure, on pouvait sans doute devoir appliquer les deux accords. Je pense que cela peut finir par poser problème en raison de la multiplicité des tests sur lesquels je reviendrai dans un instant. Je suis d'avis qu'on a finalement développé quelque chose qui est un véritable test de nécessité à 5.6. Le texte de l'accord l'appelait, mais il faut se demander aujourd'hui pourquoi on aurait un test de nécessité qui n'aurait pas exactement les mêmes termes que le test de nécessité applicable dans le GATT. Pareil à l'article 5.5, où on aurait un test équivalent à celui du chapeau sans être exactement le même. Je passe à l'accord OTC. Je vais y aller plus rondement. Vous remarquez, et j'ai voulu signaler par un code de couleur, les liens entre des expressions qu'on trouve dans l'article 20 du GATT et le préambule de l'accord OTC. Alors, vous remarquez que la notion de nécessité est là, les termes de l'article 20B sont là, du paragraphe 20B sont là, et le texte du chapeau s'y trouve aussi. À 2.1, vous remarquez qu'on reprend un test de similarité, que l'on s'intéresse au principe de non-discrimination, tandis que on trouve plutôt à 2.2 aussi un test de nécessité, bien surtout une interdiction d'appliquer des mesures plus restrictives que nécessaires, assortie d'une liste d'objectifs légitimes, liste qui n'est pas exhaustive, qui n'est pas fermée donc, contrairement à la liste que l'on connaît sous l'article 20 du GATT. Donc, le test de similarité qui s'applique dans le cadre de l'accord OTC, la jurisprudence nous enseigne qu'il est très voisin de celui qu'on trouve à l'article 3, mais qu'il n'est pas exactement le même. Donc, encore une fois, un décalage. Quand vient le temps d'interpréter l'article 2.1, il a été nécessaire de renvoyer au préambule de l'accord. Alors, on a considéré qu'il y avait tout un contexte pertinent qu'il fallait prendre en considération pour interpréter correctement l'article 2.1. On n'a pas posé le même raisonnement pour 2.2. Et pourtant, c'est à 2.2 qu'il y a l'amorce la plus forte de ce qui est un test ressemblant au test de l'article 20. Et au-delà des arguments sémantiques ou textuels, on peut se demander pourquoi on fait cette différence. Un test de nécessité, donc, légèrement différent de celui qui prévaut pour le GATT, a été élaboré pour l'accord OTC. C'est mon propre téléphone qui m'indique que mon temps est écoulé.
Et ouais, on va conclure. Merci. L'accord OTC a donc aussi son propre test du chapeau. Alors, je vous amène donc à cette diapositive où je pose un certain nombre de questions et je jette mon regard inquiet. Est-ce qu'on ne va pas au-devant de difficultés dans l'application de ces trois accords-là, qu'on a à la fois fait diverger dans leur rédaction, mais qu'on a à la suite rapproché par l'application des tests, parce que le texte l'appelait? Alors, on se trouve aujourd'hui devant plus d'un test de similarité. On se trouve devant des tests de nécessité qui ne sont pas exactement les mêmes. On se trouve devant des tests, j'appelle ça des tests de chapeau, de l'article 20. On a plus d'une liste d'objectifs légitimes. On en a une dans l'accord OTC, on en a une dans le GATT. Pourquoi ne serait-ce que dans l'accord SPS que l'on procéderait à l'appréciation de la preuve scientifique, enfin qu'il y ait une obligation formelle en toutes lettres de le faire? Et pourquoi a-t-on décidé d'exclure les mesures extraterritoriales de l'accord SPS? Parce qu'il faut rappeler que l'accord SPS ne condamne pas les mesures extraterritoriales. Il les exclut de son champ d'application. Ce n'est pas la même chose. Alors, je m'inquiète donc de ces mouvances de la jurisprudence qui, je crois, pourraient finir par mener à des impasses. Je n'arrive pas à vous donner un exemple d'impasse concret cet après-midi, mais il me semble qu'on va au-devant de difficultés avec l'application de ces trois accords. Merci.